Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. Lorsque l'on s'apprête à devenir mère, certaines forces nous traversent et ne s'expliquent pas. Nos choix sont alors indiscutables. Vivant loin de la maison de naissance, Laura argumentera fermement son projet d'accouchement physiologique pour y être admise. Pendant sa grossesse et une fois le suivi entamé, aucune peur ne la traversera, si ce n'est celle de ne pas pouvoir y accoucher. Ce n'est pas le cas de ses proches, qui semblent un peu inquiets face à sa décision d'accoucher en maison de naissance. Malgré ça, Laura restera déterminée. Le jour J, sa poche des os peine à rompre, mais une fois que tout démarre enfin, Laura accueillera ce qui la traverse au mieux. Malheureusement, son bébé ne parviendra pas à descendre après une dilatation complète. Un transfert à la maternité deviendra alors nécessaire. Le personnel médical est attentionné, l'accouchement semble se dérouler correctement, mais Laura aura le sentiment, après coup, de ne pas avoir été pleinement écoutée. Aujourd'hui, Laura nous raconte son histoire. Bonjour Laura. Bonjour Capucine. Bonjour Laura et bienvenue dans notre podcast. Merci, bonjour Julie. Merci d'avoir accepté de venir raconter ton histoire dans un de nos épisodes. Avec plaisir. On est ravis d'écouter ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Mais pour commencer, on va te demander de te présenter. Alors, je m'appelle Laura, j'ai 32 ans. Je vis à côté de Marseille, pas très loin. Dans la vie, je suis éducatrice de jeunes enfants dans un centre médico-psychologique. Et ma famille se compose donc de mon conjoint qui s'appelle Andrea et de mon fils qui s'appelle Roméo. Super, merci. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as accouché ? Alors, j'ai accouché dans la maison de naissance d'Aubagne, à côté de Marseille, qui s'appelle la Casa de Naissance. Avant de parler de ton expérience personnelle, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Oui, alors pour moi, une maison de naissance, c'est un peu comme à la maison, c'est-à-dire on s'y sent bien, il y a moins de choses qui peuvent paraître médicalisées, on a moins cet effet de blouse blanche et en même temps, c'est un lieu où on peut aller accoucher en toute sécurité et bien entouré. Ça marche. Merci pour cette présentation et cette définition. Maintenant, on va aborder le sujet de la sécurité médicale en maison de naissance à travers notamment ton récit de maternité. Okay. Donc pour commencer, on aimerait bien savoir ce qui a motivé ton envie d'accouchement physiologique. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais connu dans ta vie par des récits de ton entourage ou des lectures, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est venu d'une envie profonde en toi ? Alors je pense que c'était quelque chose qui résonnait en moi par rapport à ma grand-mère qui a eu ses enfants à la maison, mais au vu de notre génération, je pensais pas que c'était possible. Et en fait, au plus j'ai évolué par rapport à mon métier, je me suis informée aussi, j'ai écouté pas mal de podcasts avant même d'avoir ma grossesse. Et pour moi, après, c'est devenu une évidence que du moins j'allais essayer et m'orienter vers les maisons de naissance, c'était sûr. Et comment t'as connu les maisons de naissance alors ? J'ai connu les maisons de naissance à travers des podcasts où j'ai entendu des témoignages qui expliquaient le concept. Et quand j'entendais, sur le coup, je me suis pas dit un jour ça va être moi, c'est sûr, mais au fur et à mesure, ça a résonné, ça a fait écho, je pense. Et quand je suis tombée enceinte, après, je me suis dit il faut que j'en cherche une vers chez moi. Il doit y en avoir une, c'est sûr. Et avant d'aller à la casa de naissance, avant de faire ta première visite à la casa de naissance, quelle était l'image que tu te faisais des maisons de naissance à travers justement ce que tu avais entendu dans les podcasts ? Pour moi, c'était vraiment un lieu où il y avait de la sérénité, où on pouvait accoucher d'une façon naturelle, où on n'était pas poussé à la surmédicalisation. Voilà, moi j'avais une peur bleue des piqûres et du coup l'anesthésie de la péridurale, donc du coup c'était assez évident du coup. Entendu. Et j'imagine que t'en as parlé à ton conjoint à un moment ou à un autre. Quelle était l'image, lui, du coup, qui se faisait des maisons de naissance quand tu lui en as parlé pour la première fois ?
Alors la première fois que j'en ai parlé à mon conjoint, je pense qu'il avait des idées très arrêtées parce que la première fois que je l'ai évoqué, j'étais même pas enceinte et il a pu me dire une phrase du style ah toi aussi t'es de celles qui veulent accoucher dans les baignoires chez elle, voilà un peu allumé quoi. Donc du coup après je lui en ai longuement parlé, je lui ai plus dit ce qu'il en était parce qu'il avait une image un peu négative et un peu arriérée de ça. D'accord. Donc c'était pas très bien reçu au tout début quoi. Oui, mais c'est assez fréquent en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut remarquer, pas forcément des conjoints, mais de l'entourage. Et donc du coup, je me demandais aussi, de manière plus élargie, quand à un moment donné tu as dû en parler aussi à ton entourage, que ce soit ta famille, tes amis, quelles ont été les réactions en fait de ces personnes quand tu as parlé de ton projet d'accouchement en maison de naissance? Alors on n'en a pas parlé tout de suite, je pense que j'étais déjà enceinte de bien 6 mois quand on a commencé à nous poser les questions. Et alors j'ai pu avoir des amis qui m'ont dit ah ben, c'était sûr, on s'y attendait, enfin voilà, pas choqués de ma décision. Et d'autres personnes qui étaient très inquiètes, je pense notamment à la famille de mon conjoint, voilà, de pas avoir le côté médicalisé, de pas prendre la péridurale. Moi, ma propre famille, j'ai pu entendre des choses du style oh mais tu prends pas la péridurale, mais enfin tu la veux pas, quelle idée, moi je l'ai pas eu, si j'avais pu, je l'aurais eu, enfin voilà. Je n'ai pas été comprise tout de suite quoi dans mon choix. Et est-ce que ces personnes qui t'ont pas comprise au début, est-ce qu'il y en a certaines qui ont essayé de te dissuader d'avoir ce projet? Oui, certainement, mais ça n'a pas marché. Là, j'étais sûre de moi, mais oui, beaucoup on m'a dit non, tu devrais pas, attention, il peut se passer des choses graves, tu peux mourir en couche. J'ai pu entendre ces choses-là. Ah oui, c'est allé jusqu'à ça. Comment t'as vécu ces réactions, même si tu dis que toi t'étais sûre de ton choix? J'imagine que ça t'a touché d'une manière ou d'une autre, surtout si c'est des personnes proches. Comment t'as vécu ces réactions ou ces phrases que tu cites? Je me souviens pas les avoir mal vécues. Je pense que je m'étais blindée. Et après, mon conjoint, il était à fond aussi derrière moi dans mon projet. Donc, je pense que ça m'a beaucoup soutenue pour faire face un peu aux critiques et aux désaccords de la famille. Mais j'ai pas du tout le sentiment d'avoir mal vécu, en tout cas. Bon, bah, tant mieux, c'est bien. Ouais. Et tu dis justement que le point de vue de ton mari a évolué entre la première fois, avant que tu sois enceinte, et maintenant tu viens de dire que finalement il était un soutien pour toi face à toutes ces réactions. Qu'est-ce qui fait qu'il a basculé? Je pense que j'étais tellement convaincue au fond de moi que la façon dont je lui ai expliqué les choses et apporté, il n'avait pas le choix quoi, d'être ok avec moi. Je pense que j'étais trop convaincue pour tout ce que j'ai pu lui amener, de ce qui était après aussi bébé, que ce soit l'allaitement, le cododo, tout ça. Au début c'était pas du tout son truc et après je pense que j'étais tellement convaincue que ça a un peu coulé de source aussi chez lui. Oui, t'as dû lui apporter aussi des arguments et j'imagine des notions dont il n'avait pas idée et qui l'ont aidé aussi à aborder les choses différemment. Oui. Puis j'ai été aussi un peu surinformée à un moment donné, donc du coup je pense que quand je le voyais le soir, je devais tout ce que j'avais entendu et compris, appris dans la journée, je pense que tous les soirs je lui faisais un peu un bourrage de crâne quoi. Le petit récap quotidien. Ouais, c'est ça. Et en quoi un projet en maison de naissance vous rassurez dès le début de votre suivi? Déjà le fait d'avoir une sage-femme pour moi toute seule, ça c'était quelque chose qui pouvait beaucoup nous rassurer, de pas se sentir lâché parce qu'il y avait d'autres personnes qui accouchaient, ça c'était quelque chose qui pouvait énormément nous rassurer. Et maintenant que tu nous as un petit peu expliqué l'idée du projet, comment ça avait été accueilli, est-ce que tu peux nous dire comment se sont passées les visites mensuelles, donc tout ce qui est de l'ordre de la consultation, et quels étaient les actes médicaux pratiqués par les sages-femmes lors de ces visites? Oui, alors déjà ce que je peux peut-être raconter aussi, c'est qu'au tout début, moi j'étais suivie donc par ma gynéco lambda et j'avais eu un premier rendez-vous en fait avec la sage-femme qui travaillait avec elle. Et suite à ce premier rendez-vous, je crois que c'était l'écho de datation, le tout premier rendez-vous. Et en fait, ça s'était pas très bien passé puisqu'on nous avait à peine fait écouter le cœur. Enfin, on avait eu très peu de détails. On m'avait un petit peu angoissée sur mon taux de glycémie, je crois, sur ma prise de sang. Donc de suite, quand on était sortis de ce rendez-vous, j'avais dit à mon conjoint, j'avais dit Andrea, c'est pas possible, je me suis pas sentie bien pendant ce rendez-vous, je peux pas rester 9 mois comme ça avec quelqu'un en qui j'ai pas confiance et avec qui je me sens pas bien quoi. Je me suis vraiment sentie comme une femme enceinte de plus en fait, et pas alors que pour moi c'était la première grossesse, c'était la première fois, c'était un peu exceptionnel et je l'ai pas ressenti auprès en tout cas de cet accompagnement là qui était un petit peu plus basique et classique. Donc quand j'ai recherché la maison de naissance, il faut savoir que nous on vit quand même à 45 km de la maison de naissance d'Aubagne, et donc quand j'ai voulu m'inscrire et appeler la maison de naissance, au début on m'a dit que c'était pas possible parce que j'étais trop loin.
Et en fait, j'ai dû argumenter en disant si, moi je voudrais vraiment me déplacer, tant pis moi, pour les rendez-vous mensuels, quitte à ce que je fasse de la route tous les mois, mais vraiment j'insiste, je veux accoucher de cette façon-là. Donc finalement, ça a été accepté. Mais au tout début, j'étais trop loin en fait par rapport au territoire. D'accord. Donc du coup, je me suis déplacée tous les mois pour consulter la sage-femme qui était la plus proche de là où je vivais moi. Donc je faisais une demi-heure de route pour faire ces rendez-vous mensuels. Et donc j'ai commencé ces rendez-vous mensuels, je pense, au 4e mois de grossesse. D'accord. Voilà, avant ça, j'étais suivie ailleurs. Mais sinon, pour parler des rendez-vous mensuels avec la sage-femme, ce qui a été des rendez-vous, je pense qu'elle me faisait écouter le cœur, elle me demandait comment j'allais, elle me pesait. Il y avait Andrea qui était invité bien sûr à chaque rendez-vous mensuel. Il était venu pratiquement à tous, il n'y en a qu'un où il n'a pas été là. Mais en tout cas, à chaque fois, elle nous redemandait pour quel était le projet, pourquoi on voulait s'inscrire en maison de naissance. Voilà, pour essayer, je pense, de formaliser tout ça. Pour ce qui est des examens gynécologiques, j'en ai pas eu jusqu'à la toute fin, aucun. Voilà, c'est de tout ce que je me souvienne, c'est ça. Les prises de sang, si je lui montrais mes prises de sang, tous les mois, voilà. Du coup, c'était léger comme examen, comme tu dis, gynécologique. C'était très léger, c'était plus basé finalement sur... C'était plus l'accompagnement et la relation avec la sage-femme en fait. Ouais. Elle pouvait m'expliquer aussi tous les mois que là j'étais suivie par elle, mais que peut-être que le jour de l'accouchement ce serait certainement pas elle qui serait là. Voilà, il y avait beaucoup d'explications, mais en même temps je posais beaucoup de questions aussi. Elle venait reconfirmer un petit peu aussi le projet tous les mois, pour voir si j'avais pas changé, et que même si j'avais changé, c'était ok aussi, il y avait pas de problème. Enfin voilà, c'était plus un accompagnement. Ouais. Tu te souviens à peu près de la durée moyenne d'un rendez-vous ? C'était 1 heure et demie. Ouais, du coup, il y avait vraiment le temps, justement, de discuter amplement de tout ça, quoi. Tout à fait. Et t'étais suivie par combien de sages-femmes ? Une seule. Parce qu'en fait, tu viens de dire que potentiellement ça serait pas elle. C'est parce qu'elle travaille en binôme, en trinôme peut-être ? Alors elles sont plusieurs, plus que 3 je crois. Et en fait, tout dépend si elles sont de garde ou pas le jour de l'accouchement. D'accord. Est-ce que t'avais eu l'occasion de les rencontrer, les autres, ou pas du tout ? Alors je les avais pas rencontrés parce que c'était post-Covid. Du coup on avait quand même reçu une vidéo où chacune se présentait et il y avait la visite aussi virtuelle de la casa de naissance. D'accord, donc tu pouvais quand même mettre un nom et un visage. Oui, tout à fait. Ouais. C'était pas complètement étranger à toi, quoi. Non, pas du tout. D'accord. Est-ce que tu avais des peurs particulières pendant ta grossesse ? Aucune. Je ne sais pas pourquoi, aucune. Vraiment, surtout pas celle d'accoucher. Si, la seule peur que j'avais, c'était d'avoir un problème médical sur ma grossesse et qui du coup ne rentre pas dans mon projet d'accouchement. Puisqu'il faut pas avoir de diabète gestationnel, il me semble, il faut pas avoir de grossesse à risque en tout cas. Donc ça, c'était ma seule crainte, c'était de pas avoir une grossesse qui aille bien au point de pouvoir accoucher en maison de naissance. Ouais. Et maintenant que tu nous as parlé un petit peu des consultations, qu'on a vu un aperçu de tout ça, est-ce que tu peux nous dire comment se sont passées les séances de préparation à la naissance, qui sont normalement, en général, d'autres rendez-vous ? Oui, c'était d'autres rendez-vous. Là, c'était plutôt en groupe. On était plusieurs filles à accoucher à peu près à la même période. Enfin, on avait la date de terme qui était rapprochée. Et je crois qu'on était 5. On a toujours contact aujourd'hui. De temps en temps, on se donne des nouvelles en plus. Et par contre, c'était un petit peu plus classique sur les préparations à l'accouchement. Donc, on avait vraiment l'explication de comment se passait un accouchement. On a eu aussi une réunion avec les papas, donc tous ensemble pour parler du postpartum et de après, qu'est-ce qu'on attendait, enfin, qu'est-ce qu'on savait de ce qui se passait après, à quoi on s'attendait, quelle pouvait être la réalité. Il y a eu un rendez-vous qui concernait que les papas entre eux, donc je sais pas vraiment ce qui s'est passé, il faudrait demander à Andrea, mais de ce que je me souviens, chacun a parlé de ce qu'il pouvait attendre de ce jour-là en tout cas, et de ce qu'il pouvait faire le jour de l'accouchement, puisque le coparent a une place très importante le jour de l'accouchement, en tout cas sur un accouchement physio, donc c'était pour parler de ça, il me semble. D'accord. Est-ce que tu te souviens s'il y avait un panel de thématiques dans lequel vous pouviez piocher éventuellement, ou si vous pouviez vous amener des thématiques qui peut-être ne faisaient pas partie de cette liste, ou est-ce que vraiment il y avait des sujets que les sages-femmes estimaient être nécessaires à aborder ? Oui, c'était des sujets qui étaient bien définis. On savait à quelle séance de quoi on allait parler. Il y en avait un sur l'allaitement, un sur l'accouchement. Mais par contre, si on avait des questions ou qu'on partait sur autre chose, elle nous laissait aller, elle nous répondait, quoi. On n'était pas fermé sur le sujet en question. Mais c'était assez défini quand même. C'est pour ça que je dis que maintenant que je m'en souviens, pour moi c'était quand même un accompagnement classique. Je pense à tout ce qui est autonomie, tout ça, on n'est pas parti de ce côté-là, quoi. Après j'en ai fait qu'une seule, donc je n'avais pas notion des autres. D'accord. Tu viens de faire référence justement à d'autres pratiques
que celle des séances de préparation standard, on va dire. Est-ce que dans ton cas, justement, tu as pu faire appel à d'autres professionnels de la périnatalité, comme par exemple l'aptonomie que tu as cité, ou ça peut être de l'acupuncture, du yoga ou autre chose, qui ont pu t'aider, que ce soit pour le déroulé de ta grossesse ou pour ton accouchement ou en postpartum éventuellement? Alors j'en avais le souhait, le désir, mais finalement on n'a pas pu le faire pour des raisons financières à ce moment-là, parce que j'étais étudiante pendant ma grossesse, donc c'était soit l'autonomie, soit les cours de grossesse avec ma sage-femme. Donc j'avais décidé de suivre les cours de grossesse avec ma sage-femme, mais en réalité j'aurais aimé faire tout ce qui était possible en fait, mais c'était pas le cas pour cette grossesse-là. Peut-être une autre fois. Oui. Tout à l'heure, tu as dit du coup que pendant ta grossesse, tu n'avais aucune peur, à part peut-être celle de ne pas pouvoir accoucher en maison de naissance pour une raison médicale. Pour ton accouchement en lui-même, est-ce que tu avais des peurs particulières par rapport vraiment au moment de l'accouchement? De l'accouchement. Si, bien sûr, j'avais peur de flancher et de demander la péridurale, bien sûr, comme je pense toutes les futures mamans qui s'inscrivent et qui ont peur de ne pas aller au bout de leur projet, mais en tout cas, je n'avais pas peur de ce qui pouvait arriver en termes de gravité. Tout ça, c'est pas des questions que je me posais, en fait. J'avais qu'une obsession, c'était aller au bout de mon projet et coûte que coûte. Voilà, donc je pense que c'est soit j'ai eu des peurs et j'y ai pas eu accès mentalement, je sais pas, mais j'ai pas voulu les voir ni les entendre. D'accord. Et avec du coup cet accompagnement qui finalement a été bien soutenu en plus par ton mari et toute la confiance que tu avais en toi, est-ce que tu te sentais prête pour le jour J? Ouais, franchement, je me suis sentie prête. Ouais. Mais parce que ça faisait... mon histoire fait que ça faisait très longtemps que j'avais envie d'être maman, donc je pense que c'est comme si je m'étais préparée pendant 15 ans, en fait. On aimerait savoir ce que tu savais du matériel médical ou du matériel d'urgence, notamment qu'il peut y avoir à la maison de naissance avant d'accoucher, durant ta grossesse. Est-ce que tu as eu l'occasion d'y être confrontée ou pas? Alors que je me souvienne, non, pas forcément, mais je pense que lors de la visite, en tout cas que j'ai pu faire de la casa de naissance, quand sur les derniers rendez-vous juste avant l'accouchement, on nous a fait une visite pour nous montrer plus en réel ce qu'étaient les lieux. Et je pense que même si ça a été mentionné, c'est pas quelque chose que j'ai retenu puisque je m'en souviens pas forcément. Oui. Ouais. Je pense qu'il y avait certainement un chariot d'urgence quand même, mais je me souviens pas qu'on m'ait dit là il y a ça au cas où. Ou alors j'étais trop dans mon idée que ça se passe bien et du coup j'ai pas voulu retenir ça quoi. Et du coup comme t'étais prête et que t'avais peur de rien, on est curieuse de savoir la suite. Est-ce que tu peux nous raconter le jour J? Oui, bien sûr. Alors ça commence donc du coup par la nuit je crois du 9 janvier. Je me rends aux toilettes pour faire pipi comme toutes les nuits à la fin de grossesse quoi. Et donc je finis mon pipi et là je sens que j'ai de l'eau qui coule le long de ma jambe. Et je me dis mince c'est bizarre quand même, j'ai bien senti que j'avais fini de faire pipi, qu'est-ce que c'est? Donc là je me mets sous la douche et je me dis mince ça continue à couler, ok go c'est bon, je suis en train de perdre les os quoi. Donc je vais réveiller Andrea tranquillement, je lui dis voilà Andrea, t'inquiète pas, c'est juste pour te dire que je suis en train de perdre les os, mais prends ton temps. Voilà, premier accouchement, j'avais en tête qu'on pouvait se doucher tranquille et que ça pouvait prendre quelques heures, donc je lui ai dit te stresse pas, mais je crois que j'ai perdu les os, il va falloir partir peut-être à la clinique. Donc entre temps, nous, la sage-femme nous avait dit que quand on sentait qu'on avait perdu les os, il fallait les appeler pour confirmer ça avec elle. Donc vers 4h du matin, je l'appelle en lui disant voilà, je pense que j'ai perdu les os, j'ai senti que ça a coulé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je viens pas? Moi j'étais un peu au taquet en fait, j'étais prête quoi et pressée et elle me dit oui si vous pensez que c'est ça venez on vérifie. Donc tranquillement on prend notre douche avec Andrea, on prépare toutes nos affaires, on charge la voiture, on se fait donc nos 45 minutes de route et quand on arrive sur le lieu, je pense que ça doit être vers 6h ou 6h30 du matin, donc en tout premier on est accueillis pas dans la partie casa de naissance mais à l'hôpital et donc là elle me fait un test pour savoir si c'est bien du liquide amniotique ou pas qui a coulé. Donc on fait le test, on est tout excité avec Andrea, entre temps on se fait tester pour le Covid aussi parce que c'est la période qui veut ça et elle revient avec le résultat, elle me dit oui c'est bon vous avez bien percé mais pas encore fissuré quoi, il n'y avait pas assez de liquide pour dire que c'était totalement fissuré mais vous avez bien percé donc c'est bon on peut vous garder. Et donc j'étais trop contente, donc petite anecdote à ce moment là dans la salle d'à côté il y a une femme qui est en train d'accoucher et je l'entends crier mais vraiment hurler à fond et je regarde la sage-femme en mode mais ça va à côté et elle me dit oui elle me dit ça y est la naissance arrive et en plus elle est sous péridurale quoi et moi je regarde Andrea je me dis non mais elle est sous péridurale et elle crie comme ça oh là là je vais jamais y arriver bref voilà petit coup de stress donc finalement la sage-femme elle revient nous voir.
en nous disant que c'est ok, que c'est bon, je suis du coup acceptée, qu'il n'y a pas d'autres soucis pour que je ne sois pas acceptée en maison de naissance, mais que ceci dit, j'ai quand même 24 heures pour fissurer complètement la poche des os, sinon je serais déclenchée, quoi. Donc moi, c'était vraiment quelque chose que j'avais demandé à, dernier recours, le déclenchement. Je voulais vraiment pas être déclenchée. Donc le temps passe, les heures passent. Avec Andrea, le classique, quoi. On va marcher, beaucoup marcher. On revient dans la chambre où on était. Les heures passent. 6 heures du matin. Bref, jusqu'à ce que ça fasse quasiment 24 heures. Là, une sage-femme de la casa de naissance, du coup, qui était de garde, vient nous voir en nous disant... Laura, ça fait bientôt 24 heures. Si t'as pas accouché, si t'as pas fissuré d'ici quelques heures, on sera obligé de te déclencher. Et qui dit déclenchement dit que tu pourras pas du coup accoucher sur la casa de naissance. Ouais. Et donc je vais me coucher. Je pense qu'il était peut-être 1h du matin. Je vais me coucher. Je dis Andrea, c'est bon, c'est mort, on pourra pas. Très défaitiste et anxieuse, quoi. Et je ne sais pas comment et avec quelle force, mais peut-être 1 heure avant que ça fasse 24 heures, d'un coup dans mon lit, je fissure la poche des os. Je me sens comme dans une baignoire. D'un coup, je dis à Andrea, mon Dieu, tout ce liquide et tout. Donc vite, il appelle la sage-femme. La sage-femme, elle confirme du coup que j'ai bien fissuré, qu'il n'y a pas de déclenchement et que c'est bon, c'était sûr. Et du coup, c'est bon, je suis bien admise dans la casa de naissance. Donc la sage-femme de garde du coup change. Donc elle vient l'autre sage-femme vient se présenter à moi et elle me dit, écoute, je vais te préparer la salle, te faire couler le bain. Il y a personne. Ah oui, parce que à la casa de naissance, en fait, il n'y a qu'une pièce. Donc, si on était 2 à accoucher en même temps, je pouvais accoucher aussi d'une façon naturelle, mais du coup, pas dans la pièce réservée avec le lit non médicalisé, tout ça. Donc, c'était aussi une crainte que j'avais de pas avoir l'environnement et l'atmosphère qui s'y prêtaient. Mais du coup, j'étais toute seule, donc j'étais super contente. Donc, elle m'a préparé le bain. Je pense que ça a pris peut-être 1 heure après. Je me souviens pas avoir eu de grosses contractions encore à ce moment-là. Justement, je me posais une question. Tu parles donc du délai où tu as percé un petit peu, mais que c'est pas encore une fissure totale de ta poche des os. Oui. Tu parles du fait que tu es allée marcher, etc. Mais est-ce que tu avais des contractions pendant tout ce temps ou pas du tout, jusqu'à ce que tu perces complètement dans la nuit? Non, pas du tout. En tout cas, pas des contractions. Peut-être des douleurs qui s'apparentent à des douleurs de règles, mais pas des contractions mobilisantes, rien du tout. Non, rien qui m'a fait souffrir, en tout cas, que je me souvienne. Non. Voilà, donc du coup, elle m'avait préparé le bain. Donc on est parti s'installer. Là déjà je me souviens que du trajet de ma chambre jusqu'à la pièce de la casa de naissance, j'ai dû m'arrêter 2 fois sur le trajet pour me plier parce que là je commençais un petit peu à douiller. Peut-être le fait d'être verticalisée, je sais pas. En tout cas je me souviens m'être arrêtée 2 fois il me semble. Ensuite on est arrivé dans la pièce, donc c'était comme on avait pu l'imaginer, les lumières tamisées, la musique douce, pas une odeur de javel ou de ce qu'on pouvait s'attendre sur un lieu plus médicalisé du moins. Donc je me souviens qu'elle m'avait préparé le bain, donc je me suis mis dans le bain et là par contre c'est assez flou pour moi parce que ça devait être aux alentours de entre 8 et 10 heures du matin, mais en fait je me suis tellement mis dans une bulle que moi je me suis pas rendu compte du temps qui est passé. C'est plus, j'ai plus ces informations-là de la part d'Andrea qui a pu me raconter l'accouchement après. Mais pour moi, c'est comme si ça avait duré 2-3 heures, alors que je crois que ça a duré pratiquement 10 heures ou 12 heures. Donc du coup, j'ai la notion du temps, elle est pas tout à fait bonne de mon souvenir. Mais je me souviens que j'ai été dans le bain, qu'à chaque contraction, elle me faisait faire des vibrations avec ma voix. Donc je me souviens que quand j'avais une contraction, je lui faisais oh comme ça, et elle le faisait avec moi. En même temps, Andrea, je voyais qu'il était à côté, mais elle était vachement dans l'accompagnement pour en tout cas me rappeler de bien faire les vibrations. Je me souviens de ne pas avoir crié non plus. Et ce que je peux me souvenir aussi, c'est que je dormais entre 2 contractions à chaque fois. Je dormais comme s'il fallait que je reprenne des forces, quoi. Ouais. Mais ça a duré comme ça jusqu'à... je dirais entre 8 et 10 heures du matin jusqu'à 15h, 16h au moins, où j'étais dans la baignoire, au moment où je suis sortie. Je me suis un peu attrapée sur les tissus, pour essayer de mobiliser mon corps. Au final, j'ai voulu retourner dans la baignoire. Finalement, l'eau, il me semble qu'elle était trop chaude. J'étais plus aussi à l'aise avec les hormones. J'ai dû changer plusieurs fois de position ou la faire changer. Voilà. Ensuite, après le bain, je suis allée m'installer sur le lit qu'il y avait. Donc, un lit qui peut ressembler au lit que j'ai à la maison,
grand, quoi, un lit de place. Et là, c'est là qu'Andrea, vraiment, je me souviens de lui qui s'est plus mis au travail, en tout cas. J'avais l'impression que jusque-là, voilà, il m'avait laissé la place avec la sage-femme de bien faire mes vibrations, de bien gérer mes contractions. Et après, une fois dans le lit, je me souviens que, voilà, que mes contractions, en fait, elles étaient vachement descendues et j'avais tout au niveau des reins. Et en fait, s'il m'appuyait pas, lui, dans le dos, je pouvais pas endurer la douleur de la contraction. Donc, j'avais vraiment besoin que lui, il soit avec moi et qu'à chaque fois, je lui dise, là, j'ai une contraction. Il fallait que lui, il m'appuie. Donc, je me souviens aussi qu'à tour de rôle, avec la sage-femme, il m'appuyait aussi sur le bassin. Je me souviens aussi qu'à un moment donné, il y en a un qui est parti manger. Enfin, voilà, mais tout ça est très flou, en fait. Parce que c'est comme si j'étais ailleurs, complètement. J'étais là, mais j'étais pas là, quoi. C'était vraiment particulier, même après, quand on a dû raconter à nos proches l'accouchement. C'était particulier parce que pour moi, j'entendais le récit d'Andrea, mais des fois, je lui disais, ah bon, il s'est passé ça et tout. Enfin, voilà, je me souviens pas de tout, quoi. J'étais vraiment dans mes ressentis et dans le fait de faire descendre mon bébé, en fait, le plus possible et de tout sentir. Voilà, donc c'est ce que je me souviens, du coup, jusqu'à 15h, 15h30. Là, je me souviens un peu plus de l'heure parce que c'est en tout cas la première fois où je fais la demande à ma sage-femme de m'ausculter pour savoir où j'en suis, parce que j'avais aucune idée de si j'étais dilatée à 2, à 4, à 6, à 8. Vraiment, je savais pas du tout. Et je commençais vraiment à souffrir et à être fatiguée, en fait, parce que j'avais pas du tout mangé depuis la veille. Même si je dormais, voilà, je commençais à sentir que j'étais fatiguée. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mince, si je suis trop fatiguée et que je me fatigue trop sur les contractions, j'aurai pas la force de sortir mon bébé, quoi. Voilà, donc je commençais un petit peu à rentrer dans ce move de pensée. Et donc, elle accepte, du coup, de m'ausculter. Et là, elle me dit, écoute, Laura, tu es à 8, donc c'est très bien ce que tu fais. Continue, on va continuer encore tant que tu le peux, tant que tu y arrives, parce qu'eux, ils savaient que j'avais peur, quoi, de demander la péridurale. Donc elle savait aussi que je lui avais demandé de me pousser le plus possible pour pas la prendre, voilà, de me motiver. Donc là, je pense qu'elle avait repris un peu ce qui s'était passé pendant les rendez-vous mensuels, parce qu'à un moment donné, elle a pu me parler de ma grand-mère en me disant tu te souviens, ta grand-mère aussi, elle est passée par là. Donc voilà, c'est des choses, je pense, qui m'ont fait tenir encore plus longtemps. Et donc là, ça commençait à devenir un petit peu plus difficile pour moi. Je pense que je sentais arriver la fin aussi. Je pense que je commençais là à réaliser ce qui était en train de se passer. C'est-à-dire que le bébé allait bientôt sortir de mon corps, parce que je le sentais de plus en plus bas. Et vraiment, à chaque contraction, je le sentais arriver de plus en plus vers la porte de la sortie. Donc ça commençait un petit peu à m'angoisser. Moi qui n'avais pas du tout eu d'angoisse pendant la grossesse. Là, je commençais un petit peu à réaliser qu'il allait passer par cet endroit-là et que j'allais avoir mal, en fait. Et donc, je pense que ça correspond un petit peu aussi à la phase de désespérance, puisque je lui disais... j'ai jamais osé dire, en tout cas, est-ce que je peux avoir une péridurale, mais plusieurs fois, j'ai dit les mots s'il vous plaît, est-ce qu'on peut bientôt me soulager? Voilà, moi, c'était ça le mot que je m'autorisais à dire, c'était est-ce qu'on peut me soulager? Et en fait, moi, clairement, à ce moment-là, je parlais de la péridurale, mais elle me poussait, voilà, tu peux encore le faire, je sais que tu peux y arriver encore. Enfin, elle sentait que j'étais pas non plus en demande d'arrêter pour la casa de naissance et de passer du côté, en tout cas, médical. Donc, elle a essayé de me pousser le plus possible, au bout, en tout cas. Mais voilà, donc je suis arrivée jusqu'à la dilatation complète. Là, c'était beaucoup plus difficile pour moi quand j'étais à 10, puisque je savais plus comment me positionner. Je savais pas si j'étais bien allongée, je savais pas si j'étais bien sur le ballon. Le bain, je le voulais plus. Voilà, j'ai commencé à ressentir un peu d'inconfort au niveau de mon corps et de mes postures. Je me souviens avoir été pas mal sur le côté pour passer les contractions aussi. Et donc quand elle s'est aperçue que j'étais à dilatation complète, elle m'a dit si t'es d'accord Laura, on va commencer du coup à pousser, puisque là ça y est, bébé, je sens qu'il est bientôt là. Si t'es d'accord, on va commencer à pousser. Donc moi j'ai dit oui. Je voulais que ça se finisse en fait ce moment, et je voulais surtout rencontrer mon bébé. Donc malgré la peur, voilà, j'étais quand même toujours dans mon projet à ce moment-là. Je voulais vraiment y arriver, Andrea, et franchement, je voyais le moment où il allait chercher lui-même notre fils, tellement qu'il était là à l'endroit avec la sage-femme, en fait, pour que ça arrive, quoi. Et donc en fait, au bout de quelques heures, ce qui s'est passé, c'est que la sage-femme, elle m'a dit écoute, là ça fait quand même longtemps qu'on essaye, est-ce que tu me permets que je passe mes mains pour aller voir la position de Roméo, pour savoir s'il est bien positionné ou pas, parce que je sens que quand tu pousses, ça fonctionne pas vraiment, quoi. Donc je l'ai autorisé, je lui ai dit que oui, parce que de toute façon j'étais très fatiguée et je redemandais à ce moment-là d'être soulagée. Et donc là, elle rentre pour savoir comment est positionné Roméo, et en fait
elle me dit, voilà, en fait, je me rends compte que Roméo, il est pas bien positionné. Plutôt que d'avoir la tête vers le bas, c'est-à-dire la nuque contre mon dos, il était dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il avait, je crois qu'on appelle ça bébé qui regarde les étoiles. Et en fait, il avait son menton qui bloquait pour la descente. Et donc, elle m'a dit, écoute, voilà, il se passe ça, mais c'est quand même possible qu'il sorte. Est-ce que tu veux qu'on réessaye encore ? Donc elle m'a refait pousser, etc. Mais au bout d'un moment, je pense que je lui ai dit j'y arrive pas, j'en pouvais plus. Je pense que la fatigue et toutes les heures qui étaient passées m'ont fait abdiquer en fait, parce qu'à un moment donné, elle m'a dit écoute, là, on en est là, ça fait quelques heures que tu pousses. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Est-ce que tu acceptes qu'on passe de l'autre côté ou est-ce que tu veux encore qu'on continue ? Mais là, c'est possible que Roméo, ils sont un peu en souffrance d'être à cet endroit-là et que toi, tu fatigues aussi. Donc du coup, je lui ai dit que c'était ok pour moi et que j'acceptais du coup de passer du côté médicalisé, parce que en fait elle m'a convaincue en me disant que de toute façon on allait devoir me faire une manœuvre qui était de rentrer à l'intérieur pour le manipuler et essayer de le retourner. Et elle m'a dit ça c'est une manipulation qui peut faire très mal. Elle me dit donc si tu es ok, il va falloir qu'on te fasse une anesthésie pour te faire la manipulation quoi. Donc je pense qu'à ce moment-là j'étais ok avec ça, parce que pour moi ça commençait à devenir vraiment long et j'avais qu'une envie, c'est d'avoir mon bébé dans les bras en fait, peu importe si mon projet il allait au bout ou pas. On passe du côté médicalisé. La sage-femme quand même me demande si elle veut qu'on poursuive l'accompagnement, c'est-à-dire que si elle veut qu'elle vienne avec moi sur l'accouchement médicalisé ou si elle peut du coup rentrer chez elle, parce que bon c'était quand même toute la journée qu'elle avait été là. Et je sais pas pourquoi j'ai poliment dit non mais c'est bon, va te reposer, alors qu'en fait ça c'est quelque chose que j'ai pu regretter à la fin de pas l'avoir gardé avec moi tout le long de mon accouchement. Mais bon du coup c'est chose qui est faite. Je passe du côté médicalisé. Déjà, j'arrive dans un endroit où j'ai froid. On n'est plus du tout dans la même ambiance, donc changement de décor. J'arrive dans une pièce, donc du coup, il y a une sage-femme qui vient se présenter à moi, qui me dit que voilà, qu'elle va s'occuper de mon accouchement, qu'elle va prendre le relais, tout ça. Bon, très gentille. Je me suis franchement sentie très bien accueillie. Donc entre-temps, il y a une aide-soignante, une auxiliaire puéricultrice, enfin bref, beaucoup de monde qui rentre et qui sort dans cette pièce. Donc j'essaie de garder du regard Andrea pour qu'on garde un petit peu cette bulle où on avait été toute la journée en fait, où on se sentait vraiment que tous les deux, parce qu'il y a des moments vraiment où dans la journée, moi carrément j'avais oublié la sage-femme, mis à part quand elle venait pour me pousser sur mes hanches, j'étais toute seule avec Andrea quoi. Il y a des moments où j'avais l'impression qu'elle était plus là, alors qu'elle a, d'après les dires d'Andrea, elle a été là tout le temps avec nous. Mais voilà, du coup j'essaie de me reconcentrer sur Andrea, de percevoir son regard et de me dire ok, c'est juste la continuité de ce qui s'est passé, essaye d'éviter de penser à toutes ces personnes qui rentrent et qui sortent, où tu sais pas forcément qui est qui, voilà, j'avais pas le souvenir de qui était l'aide-soignante, qui était l'auxiliaire, voilà. Je me souviens que par contre l'anesthésiste lui ne s'était pas présenté, puisque Andrea a pu me dire, je pense que je l'avais bien préparé aussi, mais il a pu me dire ouais c'est un anesthésiste, il s'est même pas présenté, on sait pas qui c'est, il est venu en gros faire ce qu'il avait à faire et il est reparti quoi. Donc du coup l'anesthésiste me fait une anesthésie. Alors je saurais pas vous dire si c'était péridurale ou autre chose. Je sais juste que c'était une anesthésie, mais je me souviens pas si c'était dans le dos ou quoi. Mais en tout cas, j'ai une anesthésie à ce moment-là, ce qui me permet quand même de dormir pendant quelques heures. Donc Andrea, il est resté avec moi. Les sages-femmes n'étaient plus là le temps, je pense, que l'anesthésie fasse effet. Je me souviens avoir eu froid, très froid, et je me souviens de ces lumières là qui étaient très blanches. Et comme j'avais un petit peu en tête, voilà la différence entre une maison de naissance et un hôpital. J'avais demandé si c'était possible d'éteindre les lumières, donc ça avait été accepté. Ils avaient bien voulu éteindre les lumières pendant qu'on se repose. Voilà. Ensuite, il y a la sage-femme qui vient me voir pour savoir où j'en suis pour l'accouchement. Elle vient me voir, la sage-femme, et elle me dit voilà, je vais vous ausculter. Donc j'étais en train de dormir quand même. Elle vient me voir, elle me dit je vais vous ausculter pour savoir si on peut commencer à pousser ou pas. Donc elle m'ausculte, elle me dit voilà, c'est ok, on va pouvoir pousser. Dès que vous sentez une contraction, vous poussez. Donc on se met en place. Et là, je me souviens ne plus rien sentir du tout. Donc du coup, j'étais un peu interloquée en lui disant mais là, je sens pas en fait que j'ai de contraction. Donc je peux pas savoir quand je pousse ou pas. Et donc je me souviens qu'elle m'avait dit moi je vous dirai quand est-ce que vous avez une contraction pour que vous puissiez pousser en même temps. Et donc je me souviens pousser. Bon, je me souviens que c'était pas du tout efficace. Je n'avais plus aucun ressenti sur mes contractions à ce moment-là. Donc la sage-femme elle s'en va, elle me dit voilà écoutez, je vais aller voir l'obstétricienne il me semble, qui est là, qui va venir vous voir pour savoir où ça en est, parce que ça fait quand même 40 minutes que je vous fais pousser et bébé est pas encore là, donc le médecin va venir vous voir. Donc là j'ai le médecin qui vient. Juste avant ça, la sage-femme m'avait dit
Elle m'avait dit en gros, si on n'arrive pas à faire sortir votre bébé au bout des 40 minutes, ça sera la césarienne. Donc du coup pour moi dans ma tête, voilà, j'étais vraiment passée du projet d'accouchement physio à j'accepte d'avoir une anesthésie à risque de césarienne. C'est qui pour moi avait été 8 milieux de ce qui pouvait se passer, de ce que j'avais envisagé, même si on le garde toujours en tête et qu'on nous le dit à la préparation à l'accouchement. C'était pas envisageable que ça puisse m'arriver. Donc du coup là je commençais un petit peu à m'inquiéter, à pleurer. Andrea il me dit écoute on va essayer, on va voir, etc. Donc là le médecin vient, donc l'obstétricienne vient. Et donc je comprends pas vraiment ce qui se passe. En tout cas, je vois qu'elle reprend un petit peu la sage-femme en lui disant mais qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous l'avez fait pousser, je sais pas sur quoi exactement elle la reprend, mais en tout cas je poussais pas efficacement parce que c'était peut-être pas le bon moment. Des choses de cet ordre-là. De ce que peut m'en dire aujourd'hui Andrea, c'est que lui quand il regardait le monito, en fait quand je poussais, j'avais pas vraiment de contraction, mais moi je sentais rien, donc en fait je poussais juste quand on me disait de le faire. Donc là l'obstétricienne elle est venue, donc elle a pris en charge l'accouchement, elle m'a fait la manipulation, donc de ce que je peux me souvenir, il me semble qu'elle m'a rentré des outils pour pouvoir écarter l'espace et aller tourner Roméo, comme elle m'avait expliqué la sage-femme de la maison de naissance. J'ai absolument rien senti, il y avait des bruits qui étaient un peu impressionnants, mais j'étais quand même assez en relation avec Andrea, donc j'essayais de faire abstraction de tout ça. Voilà, ensuite elle a continué de me faire pousser. Là j'ai essayé de bien rappeler à l'équipe en disant moi j'avais un projet en maison de naissance, j'aimerais vraiment qu'on coupe pas le cordon avant qu'il finisse de battre, j'aimerais qu'on pose mon bébé sur le ventre quand il sort pour qu'il puisse chercher tout seul le sein. J'essaie vraiment de me souvenir des dernières choses que j'avais moi dans mon projet pour leur dire à eux, pour que ça continue d'exister en fait, même si j'étais du côté médicalisé. Tu l'avais pas transmis, t'avais pas écrit un projet de naissance que t'avais transmis Non, parce que ça s'était fait à l'oral en fait à la maison de naissance et j'avais rien mis à l'écrit en tout cas pour le côté hospitalier. Je me souviens leur avoir rappelé quels étaient mes désirs et on m'avait dit oui, vous inquiétez pas, il y a pas de souci. Donc voilà, du coup le médecin me fait pousser, on me dit qu'on va me faire une épisiotomie. Ouais. Donc là, la sage-femme, je la regarde un peu, ça m'intéressait un petit peu. Donc je la vois couper sur le côté, je me dis tiens c'est bizarre une épisiotomie. Moi j'avais dans l'idée que c'était de haut en bas ou de bas en haut, je sais pas. Je me souviens un petit peu de ça. Donc elle me fait l'épisiotomie et donc l'obstétricienne me fait pousser. Et donc là, Roméo naît. Je pense que j'étais un petit peu dans ma bulle et très contente que cette journée soit finie puisque j'étais vraiment assez fatiguée quand même de tout ce qui s'était passé et puis l'émotion faisait qu'il y avait qu'une chose qui comptait, c'était qu'on ait notre bébé avec nous. Ensuite, en racontant mon accouchement, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas fait de clampage tardif et qu'on m'avait mis bébé au sein sans le laisser grimper tout seul. Mais ça en fait je l'ai réalisé qu'après parce que j'avais comme été nourrie par les 10 heures d'avant en maison de naissance et pour moi, jusqu'au lendemain de mon accouchement, j'avais été jusqu'au bout de mon projet et je l'avais vécu comme ça en fait. Quand on me demandait comment s'était passé l'accouchement, j'avais dit trop bien, super, tout s'est déroulé comme on l'a voulu. Alors qu'en fait, après en le racontant, je me suis rendu compte que non, que pas tout avait été doux et sans violence en fait pour moi. Ouais. Voilà, donc la grosse différence d'un côté et de l'autre, ça je l'ai perçu que quelques jours après. Voilà, mais sinon en tout cas, on était vraiment dans notre bulle. Ensuite, dans l'accompagnement du côté hospitalier, puisqu'on avait notre chambre pour tous les trois. On a été pendant les 3 jours bien accompagnés pour pour tout ce qui était suite. Ah oui, un petit truc aussi dont je me souviens, c'est que quand elle a voulu me faire expulser le placenta, donc là c'est pareil, j'ai pas forcément poussé parce que moi je sentais plus rien en fait. Je pense que j'avais trop d'anesthésie, mais je me souviens avoir dit à la sage-femme d'accord, j'ai une épisiotomie, mais est-ce que vous pouvez me dire combien de points j'ai? Et elle restait très vague en me disant autant dedans que dehors. Et du coup, je lui disais, mais est-ce que vous pouvez me dire combien de points j'ai, s'il vous plaît? Parce que je me souviens que dans les récits que j'avais entendus auparavant sur des podcasts et tout, je pouvais entendre 4 points, 10 points, j'avais un peu une notion quand même de ce que ça pouvait être. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'on ne m'a jamais répondu sur le nombre de points que j'avais. Je ne sais pas aujourd'hui combien de points j'ai eu sur mon épisiotomie. Donc, je sais juste que c'était autant dedans que dehors. C'est la seule réponse que j'ai pu avoir. Et t'as pas pu demander à ta sage-femme de la maison de naissance? Tu as pas pensé peut-être? Non, parce qu'après en fait, j'ai plus été suivie par la maison de naissance, puisque vu que je vivais à 45 km, on s'était donné le compromis que je sois suivie après par une sage-femme près de chez moi qui prenne le relais en tout cas de la maison de naissance. Donc la sage-femme m'avait dit oui, c'est une grosse épisiotomie, mais elle m'avait pas compté les points non plus, celle qui était venue à la maison. Ouais. Mais voilà, du coup, je me souviens quand même que c'était assez douloureux, que ça tirait pendant
Donc, quelques semaines, voire une ou deux au moins, où je pouvais pas m'asseoir. Et voilà, ça avait quand même été un petit peu difficile cette épisiotomie. Sur les 3 jours de la maternité, pas du tout préoccupée par ça, parce que moi j'avais mon bébé, en plus mon projet d'allaitement se passait bien, il était bien, donc c'était tout ce qui comptait. Donc je voyais pas trop le reste. C'est vraiment ensuite, en racontant et en décortiquant un petit peu plus auprès de nos proches et des professionnels de santé qui ont pu nous demander comment s'était passé l'accouchement, où j'ai pu réaliser en tout cas la grosse différence que j'ai vécue d'un côté et de l'autre. Et là je m'étais dit mais pourquoi tu lui as dit de rentrer chez elle, pourquoi tu lui as pas dit de rester, elle aurait pu être garante quoi, parce que même si Andrea il était là et qu'il veillait sur moi et sur tout ce que j'avais pu lui préparer, parce que je lui avais dit attention si on m'appuie sur le ventre tu leur dis non, enfin voilà, j'avais vraiment j'avais bien préparé. Il était pas autant qu'une sage-femme dans tous les cas, donc j'ai beaucoup regretté de lui avoir dit de rentrer chez elle. C'est pas un personnel soignant, vu que c'est ton conjoint, du coup c'est pas le même crédit, ou lui se permet pas la même chose. Oui, je pense aussi. Et puis t'as pris la décision qui te venait sur le moment, c'est ce qui t'animait aussi. Il faut pas regretter les décisions qu'on prend au moment où on les prend, parce que tout à fait. Elles ont raison d'être au moment où on les prend. C'est sûrement pour quelque chose que j'ai décidé ça, mais c'est vrai que tant que je l'avais pas réalisé, à aucun moment je me suis dit mais pourquoi je lui ai demandé de partir quoi. Ça a été que quelques jours après. Avant ça, j'avais pas du tout de notion que mon accouchement il avait pu être difficile à la fin. Pas du tout. J'avais gardé que en tête que mon bébé était venu au monde, que ça s'était bien passé, que lui était en bonne santé, moi aussi, l'allaitement se passait bien, enfin voilà, j'étais focus sur les choses concrètes quoi. Ouais, je voulais revenir sur le moment où on a commencé à te parler de transfert et du fait que ton bébé était mal positionné. Je me demandais ce qui t'avait permis de te sentir en sécurité, puisque quand t'en parles, t'as pas l'air paniquer particulièrement quand la sage-femme t'annonce ces choses-là, et du coup j'aurais aimé savoir ce qui t'avait permis de sentir que ça allait à ce moment-là tout de même. Ouais, mais en fait je pense que le sentiment que j'ai eu toute la journée de me sentir en confiance, apaisée et en sécurité malgré le fait que ce soit en maison de naissance, j'avais l'impression que ça allait pas s'arrêter en fait, que ça allait perdurer. Donc à aucun moment je me suis dit il y a quelconque danger ou problème, et en même temps je commençais à vraiment être très fatiguée de pousser, ça faisait quelques heures, donc pour moi c'était ok de me dire c'est bon, tu es allé jusque là, c'est déjà très bien, maintenant accepte que ton bébé puisse sortir, parce que là il n'y arrive pas quoi. C'est ce qui m'a aidée. Ça marche. Et merci pour ton récit. Merci à vous. De ce que j'ai compris, ça a été une aventure plutôt longue, puisque tu disais que ça avait commencé le 9, non? C'est ça, et ça a duré, oui, c'est ça, et j'ai accouché le 11. Ouais, c'est ça. Et en tout cas, merci, puisque c'est un récit aussi qui permet de rappeler un peu ce sentiment de sécurité qui peut être partout, même quand il n'y a pas de matériel médical, puisque tu nous disais que tu n'en avais pas conscience du matériel médical qu'il y avait. Et du coup, nous, c'est assez important de rappeler que la définition de sécurité est beaucoup plus large que ça. En maison de naissance, il est souvent d'usage de pas séjourner. Tu sais, il y a l'histoire du retour précoce. Toi, du coup, vu ta situation et de ce que tu as raconté, tu es resté 3 jours, si j'ai bien compris, le séjour standard, on va dire, de maternité. Oui. Parfois, c'est proposé de pouvoir faire un retour précoce avec dérogation dans le cas où c'est un projet de maison de naissance. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été proposé et que tu as refusé, ou est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, était plus confortable finalement de rester ces 3 jours à la maternité ? Alors ça avait été proposé, mais j'avais pas accepté, parce que en fait je voulais vraiment qu'on soit dans notre bulle tous les 3 avant qu'on puisse être à la maison, et du coup accessible plus facilement par nos proches, puisque je savais très bien, à ce moment-là les proches ne pouvaient pas venir à la maternité, donc nous c'est quelque chose qui nous convenait, mais on s'était dit si on rentre à la maison plus tôt, ça sera plus propice aux demandes, et ça sera compliqué pour nous, étant donné que c'était le premier petit enfant pour la partie de la famille d'Andrea, c'était compliqué pour nous de dire non, donc ça nous arrangeait de rester bien 3 jours que tous les deux. Par contre, il s'est passé un petit événement qui a fait que j'ai demandé de sortir au bout de 2 jours, mais ça avait été refusé. C'était qu'en fait, avec cette histoire de post-Covid, il y a eu beaucoup de mamans qui ont accouché et qui du coup avaient le Covid. Donc on m'a demandé de me sortir de ma chambre particulière et d'intégrer pour la dernière nuit et la dernière journée une chambre avec une autre maman. Donc ce qui voulait dire plus être avec Andrea, être avec une autre maman et un autre bébé dans la même chambre,
etc. Alors que nous, on avait fait la demande de la chambre particulière, mais là, c'était la raison d'isoler les mamans qui avaient le Covid. Et en fait, on avait assez mal vécu ça parce que du coup, ça faisait un petit peu séparation brutale alors qu'on était dans notre cocon pendant 2 jours. Donc les sages-femmes l'avaient compris en nous disant, écoutez, si je peux appeler le service chirurgie pour savoir s'ils ont une chambre particulière où on peut vous mettre, comme ça au moins vous continuez de rester tous les 3 jusqu'au bout du séjour, quoi. Et donc c'est ce qui s'est passé. Ils nous avaient trouvé une chambre pour le dernier jour, qui avait rien à voir avec la maternité et le côté cocooning. C'est beaucoup plus blanc et plus froid, mais en tout cas on avait pu rester jusqu'au dernier jour tous les 3 ensemble. Mais c'est vrai que j'avais fait la demande au 2e jour de sortir finalement en disant c'est bon, mon bébé va bien, il prend du poids, est-ce que je peux rentrer chez moi parce que j'ai pas envie de me séparer de mon conjoint. Je me voyais pas du tout rester toute seule avec mon bébé, en tout cas les premiers jours. Et c'est vrai que sur ça ils avaient pu entendre et du coup nous, même si on nous a positionnés dans notre service, ça avait été un peu brutal, mais du coup on n'avait pas vécu la séparation, quoi. Oui, finalement, le retour précoce était pas votre choix pour conserver en fait cette petite bulle à vous 3 avant, entre guillemets, de vous confronter au monde réel. C'est ça. Et à toutes les visites qui vont en découler. Et vous avez été entendu pour pouvoir le conserver malgré la situation Covid. Donc c'est aussi une chance d'une certaine façon. Donc vous êtes rentré au bout de 3 jours. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment s'est passé un peu ce retour à la maison ? Peut-être en 2 phases, c'est vous, comment vous l'avez vécu personnellement avec votre entourage, et aussi un petit peu comment ça s'est passé, le suivi postpartum avec la sage-femme, en fait, on va dire le pan médical et le pan personnel. Alors la sage-femme qui était venue, du coup je l'avais rencontrée 2 fois avant, donc j'étais bien avec elle, même si c'était pas sur un projet naturel, qu'elle était, elle avait pas en tout cas ces spécificités là. Elle était ok pour notre accompagnement et pour tout ce qu'on pouvait demander. Mais je me souviens que ça se passait bien. Elle vérifiait pas mal mon épisiotomie, elle vérifiait mon bébé si ça allait, elle posait des questions au papa, elle le mettait pas à part, donc on s'est pas senti mal dans cet accompagnement là. On s'est pas d'un coup senti non plus lâché par la maison de naissance, puisque la sage-femme qui me suivait mensuellement, elle a pu nous appeler pour savoir comment on allait, comment ça s'était passé. Voilà, elle a fait un petit peu de suivi aussi. De ce que je me souvienne, j'avais très peur avant d'accoucher de la dépression du postpartum, puisque c'est quelque chose qu'on peut entendre depuis quand même quelques années. Et je m'étais dit, c'est sûr, tu vas te faire une grosse dépression postpartum, presque je l'attendais, quoi. Et en fait, c'est pas du tout arrivé, donc j'ai vraiment eu cette sensation de bonheur tout de suite, d'avoir notre bébé, de faire 3, d'un coup de devenir une famille. Je me souviens avoir très bien vécu tout ça. Andrea a pu avoir son congé pat d'1 mois, ça venait tout juste d'être voté, donc du coup on se sentait très chanceux qu'il puisse rester avec nous, quoi. Voilà, l'allaitement se mettait bien en place. Andrea a participé à la mise en place de mon allaitement aussi, parce qu'en fait j'avais une montée de lait tellement conséquente que c'était lui qui était obligé de me placer le bébé et que moi je puisse tenir mon sein pour lui mettre dans la bouche. On faisait vraiment ça à 3, quoi. Cet allaitement, il a marché vraiment parce qu'on était tous les 3. Et du coup, non, que des bons souvenirs du postpartum et de quand on est rentré à la maison. Ensuite, nos familles, c'était un peu particulier parce que ils étaient contents, ils avaient envie de voir Roméo, donc on le laissait un petit peu dans les bras et tout, mais c'est quand même particulier au début de voir que son bébé, qui était dans son ventre et d'un coup il est dans les bras de quelqu'un d'autre, on n'a qu'une envie d'aller le chercher, donc dès qu'il pleure, on dit il veut téter, je le reprends, voilà. On avait les bonnes excuses et en tout cas Andrea il m'a bien soutenue avec ça, parce que dès que Roméo était un peu loin de moi, il avait tendance à dire à la famille c'est bon, rendez-lui son fils, il a besoin de sa mère. Il avait tendance à dire il savait très bien que moi je voulais le récupérer, donc il essayait de le faire entendre aussi à la famille, mais sur ça avec notre famille ça va, on n'a pas trop eu de soucis. Donc non, bon postpartum et bon retour à la maison. Tant mieux. Je me demandais aussi, vu que ton accouchement a été avec un transfert, et que du coup il y a une particularité sur laquelle peut-être tu as eu besoin de revenir, est-ce que tu as eu l'occasion avec que ce soit la sage-femme de la casa de naissance ou la sage-femme qui a fait ton suivi postpartum à domicile, est-ce que tu as eu le besoin et l'opportunité de revenir sur ton accouchement pour justement éclairer ou en tout cas détricoter certaines choses à ta demande, ou peut-être même que la sage-femme de la casa de naissance te l'a proposé par téléphone ou... Non, je me souviens
pas de ça, mis à part quand elle est venue, la sage-femme qui venait à la maison, elle venait me vérifier si l'épisiotomie, elle se soignait bien. Mis à part avoir eu quelques demandes en lui disant mais est-ce que vous pouvez me dire combien j'ai de points parce qu'il s'est passé ça, où j'ai pu raconter là à ce moment-là. Mais je pense que je l'avais pas encore tout à fait conscientisé sur les jours d'après. Je l'avais pas mal vécu encore. Donc pour moi c'était normal, j'étais passée par là, je l'ai vécu comme presque comme tout le monde quoi. Donc je pense pas que je sois revenue là-dessus ni avec elle ni avec la sage-femme de la maison de naissance. Et tu dis justement que tu l'as conscientisé plus tard. Oui. Une fois que c'est remonté en toi et que tu as pris conscience un petit peu de finalement ton vécu d'accouchement, on va dire, réel, est-ce qu'à ce moment-là, tu as eu besoin d'en rediscuter avec ta sage-femme ou pas? Ou est-ce que tu t'es tourné vers quelqu'un d'autre ou juste en fait tu as fait un travail avec toi-même? Non, je pense que j'ai fait un travail avec moi-même et avec Andrea surtout, mais je pense que ça a pris quelques semaines. Mais effectivement, c'est après que je me suis rendu compte, mais attends, en fait, quand je revois, on lui a ouvert sa bouche, on a mis mon sein dedans, et est-ce qu'on a attendu le cordon? Ben non, finalement non. En fait, mon esprit ne voulait garder que les 99% de l'accouchement qui s'était bien passé pour moi auprès de la maison de naissance. Et à côté aussi, sur le milieu hospitalier, ça s'était bien passé aussi. C'est juste que du coup, de passer d'un lieu à un autre, ça paraît brutal comme ça à vivre. Mais sinon, moi j'en ai gardé vraiment que du bon. Mon esprit, il a gardé que le positif. Hein. C'est bien quelques semaines après que j'ai pu dire qu'il y avait des choses qui avaient pu être violentes pour moi quand même à vivre. Oui, mais c'est déjà une chance finalement que tu arrives à le réaliser et à ne pas en faire justement un traumatisme ou une dépression, en tout cas d'après ce qu'on en comprend avec ce que tu dis. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui t'es complètement en paix avec tout cet accouchement ou est-ce que t'aurais peut-être besoin à l'occasion justement de revenir dessus avec les sages-femmes de la casa de naissance, en tout cas celle qui a fait ton suivi? Je dirais pas que je suis remise à 100% parce que j'ai quand même c'est vrai que j'aurais aimé leur en parler et que si demain je peux échanger avec elles à ce sujet, ça serait avec grand plaisir pour moi. Et je pense que ça achèverait aussi un petit peu le travail que j'ai pu faire là-dessus. Mais franchement, je dirais à 99%. Il me manque vraiment un tout petit pourcent pour que ce soit digéré, accepté. Pour clôturer. Ouais. Et je me demandais, par rapport à ce sentiment de sécurité finalement, par rapport à tout ce que t'as dit, la confiance que t'avais avant de venir, c'est ce qui t'a a priori aidé à prendre tes décisions et à traverser cet accouchement de la meilleure façon possible, vu que clairement, même plusieurs jours après, t'étais toujours très en paix et ok avec tout ce que t'avais vécu. Est-ce que avec la réalisation finalement que des choses n'ont pas été complètement respectées, t'es toujours en paix avec ce choix d'avoir été en maison de naissance, ou finalement, quand t'es rentré chez toi, que t'as réalisé un petit peu tout ce que t'avais vécu et que t'as refait face finalement aux personnes qui avaient pu remettre en question ton choix d'aller en maison de naissance, est-ce que ça a joué sur finalement ta prise de décision initiale, ou est-ce que si c'était à refaire, tu referais tout pareil, tu aurais toujours ce choix et finalement ces doutes qu'on t'avait mis, ils sont toujours loin de toi? Non, les doutes ils sont toujours loin de moi. J'ai tellement, malgré tout en fait, je garde vraiment un bon souvenir et pour moi j'ai réussi mon challenge quasiment. C'était vraiment aux portes de la fin que j'ai dû accepter d'avoir l'anesthésie, mais pour moi j'ai fait quasiment tout le job et j'étais quand même très heureuse de l'avoir vécu comme ça. Et c'est clair et net que si demain j'ai une deuxième grossesse, je me réinscris au même endroit. Il n'y a pas de doute. D'accord. Donc pour toi, oui, le fait qu'il y ait eu un transfert et tout, ça remet pas en question ton choix, ni la notion de sécurité, ni quoi que ce soit. Non, pas du tout. Du tout. Okay. Au tout début de l'interview, tu nous parlais des gens qui étaient un peu réticents, notamment à ce projet, ou qui en tout cas se sentaient pas forcément à l'aise avec l'idée. Avec tout ce que tu nous as dit là et tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens, pas forcément à ta famille, mais aux gens de manière générale, qui pensent que les maisons de naissance ne sont pas des endroits sécurisés pour aller accoucher? Ce que je pourrais leur répondre, c'est que moi, en tout cas, de mon expérience et de mon vécu, je me suis sentie beaucoup plus en sécurité sur la maison de naissance qu'ailleurs, quoi. C'était le lieu où il fallait que j'aille. C'était vraiment ma place. Même si j'ai bataillé pour y être inscrite, parce qu'au début, c'était compliqué avec les kilomètres et la distance, c'était le meilleur choix que j'ai pu faire, en tout cas. Et c'est ce qu'il peut dire aussi Andrea, c'est que si c'était à refaire, on referait. Et si jamais un deuxième enfant il y a, ce sera là-bas, c'est sûr. Oui. Et quand bien même il y a eu un transfert, ça remet pas en question ce sentiment, quoi. Non, pas du tout. Du tout. Non, c'est comme ça. C'était pas de ma faute à moi, c'était pas la faute de la sage-femme, c'était pas de la faute d'Andrea, c'était bébé qui était mal positionné, c'était, voilà. Pour moi, c'est vrai, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir abouti mon projet puisque jusqu'à dilatation complète, j'avais pas demandé la péridurale. Donc pour moi, c'était réussi, quoi.
Même si je l'ai pas sorti de cette façon-là comme j'aurais aimé, d'une façon physio, en tout cas, le job était quasiment fait pour moi. Oui, t'as quand même passé pas mal d'heures dans le projet que t'avais choisi, quoi. Oui. Maintenant que tu nous as parlé de toute cette aventure de vie et avec tout ce que ça t'a apporté, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance ? Oui, mais pour moi, une maison de naissance, c'est un lieu où on peut accoucher sereinement, tout en ayant une sage-femme qui est là pour nous, qui nous accompagne et avec qui on peut faire vraiment équipe avec notre conjoint et le bébé et la sage-femme et nous-mêmes, même si on n'est pas forcément là et qu'on est dans notre bulle. Voilà, on est tous ensemble. Mais c'est vraiment un très bon souvenir. Merci pour cette définition et merci pour tout cet échange aussi. On espère que nos auditeurs et nos auditrices comprendront davantage ce qui peut se cacher derrière la sécurité en maison de naissance et que celles et ceux qui montent leur projet seront rassurés grâce à ton témoignage sur tout ce sentiment-là. J'espère aussi. On a une dernière petite question qu'on pose à toutes nos invités. Ce serait de savoir si tu as une petite astuce, un petit tips à partager pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir un projet d'accouchement physiologique. Quelque chose qui a pu t'aider, toi, pendant ta grossesse ou le jour de ton accouchement, que ce soit un petit objet, un petit gris-gris, une pensée. Alors moi, j'étais très attachée au fait de connaître ce que ma grand-mère avait pu connaître lors de ses accouchements. Donc moi, c'était d'avoir la photo de ma grand-mère près de moi pendant tout l'accouchement. Ça m'a beaucoup aidée. C'est chouette, elle aura été là avec vous. Tout le temps, ouais, carrément. C'est super chouette. Merci Laura pour tout ça. Pour ce partage riche en émotions, pour la confiance que tu nous as accordée en venant te confier à notre micro. C'était un long marathon, ouais. Mais finalement avec une fin positive que tu recommencerais avec plaisir. Donc carrément, ouais. C'est un chouette témoignage. Merci de l'avoir partagé. On te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Et puis, si jamais, comme tu le dis, il devait y avoir une deuxième grossesse, elle se passerait sans doute en maison de naissance, oui. Donc n'hésite pas à nous recontacter si tel est le cas. Ça marche. Merci beaucoup Julie, merci beaucoup Capucine. Au revoir Laura. Au revoir. Au revoir Laura. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.